On a beau acheter tous les livres qu'on veut, analyser chaque photo, regarder tous les films qu'on veut, des fois la plus grande influence, c'est ceux qui nous ont élevés, c'est nos parents. Et moi, mon père a toujours été une partie importante de ma vie parce qu'il aime le cinéma, il a fait de la photo, il a écrit un bouquin, il a fait de la peinture. Et tout ça, ça m'a inspiré en fait. Ça m'a donné envie de faire des choses, ça m'a donné envie de m'exprimer. Et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais lui donner la parole pour qu'il vous explique un petit peu comment il voyait l'art en fait. Parce que l'art, c'est pas juste des techniques, c'est pas des références, c'est aussi une manière de voir le monde. Et je pense que l'œil de mon père a forgé le mien. Donc je vous laisse en compagnie de mon père. J'espère qu'il vous inspirera autant qu'il m'a inspiré. Et merci papa, et merci maman évidemment, pour toutes les autres choses que tu m'as apprises. Je regarde là ou là? Je suis Jean-Marc Dino, le père d'Alexandre et de Wilfried. Et je suis là parce que mon fils est devenu photographe et la passion commune de la famille était les arts. Et la plupart dans la famille font de la photo, du cinéma, de la musique. Donc c'est un peu quelque chose d'inné dans la famille Dino. Comment j'ai découvert la photo? La photo, c'est quelque chose... Encore une fois, dans la famille, on a toujours fait des photos en fait. Depuis, on a toujours fait des photos des naissances, des baptêmes, de la communion, des mariages. Ça a toujours été quelque chose qui marque un événement, qui marque une expression, qui marque une situation. On est des artistes et on ne peut pas s'empêcher de voir les choses artistiquement en fait. Et du coup, la photo pour moi, j'ai jamais découvert la photo. Je crois que c'est la photo qui m'a fait me découvrir en fait. Comme je dis tout à l'heure, encore une fois, on a toujours fait des photos, donc on aimait la photo en fait. C'est quelque chose qui était dans notre famille. Et j'ai voulu, à partir du moment où j'ai pu mettre sur papier des observations, quelque chose que j'avais vu, que les autres n'avaient pas vu. Parce qu'en fait, moi je crois pour faire des photos, il faut avoir un œil photographique, c'est-à-dire qu'il faut observer les choses d'une certaine façon. Et à partir du moment où on les observe d'une certaine façon, on est impatient de les mettre sur papier ou sur pellicule pour les conserver à vie et pour avoir justement un témoin en fait de notre vie. J'ai travaillé dans un magasin de prêt-à-porter dans les années 60 qui faisait des vêtements pour jeunes en fait. Et à cette époque-là, les vêtements pour jeunes étaient particulièrement difficiles à trouver. Et ce commerçant qui s'appelait Antoine était un homme de génie puisqu'il a commencé à approvisionner ces magasins de vêtements jeunes qui ont fait véritablement la coqueluche de Valenciennes, de Denain. Cet univers de mode, en quelque sorte, a été aussi le fait de faire des défilés de mode, de se faire connaître, d'essayer En plus, il adorait la publicité. Donc, à partir de là, on a organisé des défilés dont je faisais partie. Et j'étais mannequin à l'époque. J'avais pas la tête que j'avais, mais j'étais mannequin. Malgré tout, j'étais un homme mince, beau. Et puis, donc en faisant des galas, en fait, c'était un gala, ce sont des défilés de mode. Naturellement, il y avait des photographes, il y avait des photographes de la Voix du Nord, il y avait des photographes qui traînaient par-ci, par-là. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, dans le fond, c'est pas mal de faire des photos comme ça. Et j'ai demandé à un photographe quel était l'appareil qui serait le plus adapté à mon emploi. Et il m'a dit, moi si j'étais toi, j'achèterais un Asahi Pentax parce que l'Asahi Pentax c'est un appareil de reporter, c'est un appareil solide, un costaud et tu pourras faire des tas de choses et tu vas le garder longtemps. Donc à l'époque, naturellement, j'aurais bien aimé avoir un Asahi Pentax. Mais j'avais pas beaucoup d'argent et du coup j'ai été dans des magasins de photos où j'apportais déjà des petites pellicules que je faisais sur des petits appareils que j'achetais comme ça, même parfois jetables, hein, des petites photos. Et j'ai vu dans la vitrine des appareils photo, des 24-36 réflexes d'occasion. Et ces 24-36 réflexes d'occasion, à chaque fois je les regardais avec intérêt et je me suis dit un de ces jours il faudrait que j'en achète un, parce qu'ils n'étaient pas très chers en fait. Et j'ai acheté un 24-36 d'occasion. Et alors là, c'est là que j'ai découvert véritablement ma marotte en fait, et puis ma passion, parce que ces petits 24-36 d'occasion étaient une façon de voir les choses différemment, à partir d'un cadre
et photographier des choses que, à la limite, je n'avais pas vues auparavant. Progressivement, quand j'ai eu un peu plus d'argent, je me suis acheté un 24-36 réflexe Asahi Pentax. Alors là, ça a été véritablement quelque chose de fantastique parce que là, j'ai pu faire avec cet appareil toutes les photos que j'ai pu faire depuis toujours et me lancer vraiment dans la photo, c'est-à-dire acheter aussi tout le matériel. Hein, les flashs, les téléobjectifs, je me suis saigné à blanc pour acheter des pieds. Il fallait absolument que je sois les photographes de la Voix du Nord. C'est assez comique. Mais je voyais les photographes de la Voix du Nord, ils avaient des appareils avec des flashs, avec des téléobjectifs, des pieds, etc. Et quand j'allais dans les communions, ou quand j'étais invité dans les communions et dans les mariages, on me demandait toujours, avec tout ce matériel, est-ce que tu pourrais pas faire un reportage sur la photo? Et je faisais les reportages des baptêmes, je faisais les reportages des communions, des mariages. J'ai même fait des photos de mariage et les gens, ils étaient très contents de ce que je faisais. J'allais dans les parcs et tout ça avec les arbres. Je cadrais déjà les choses. Oui, je dis dans la famille, on a tous un peu le sens de la contemplation et de l'observation. Et effectivement, quand tu as un appareil photo dans les mains, tu n'as qu'une envie, c'est de conserver ce que tu as observé dans ta tête, hein, et dans ton imaginaire. Donc, quand tu regardes par exemple la mer, tu vois la mer, mais dans ta tête, en imaginaire, tu cadres la mer en fait. Je composais dans ma tête une image, et cette image, elle était furtive, puisque je ne pouvais pas la photographier. Donc à partir du moment où j'ai eu un appareil photo, j'ai pu cadrer ces personnages ou ce paysage, et le mettre dans une boîte en fait, et puis dans cette boîte, le conserver. Et puis après, bien sûr, l'intérêt et puis la passion, c'est quand tu regardes ce que tu as fait, ce que tu as observé dans un cadre, c'est une jouissance absolument extrême, parce que tu t'aperçois qu'effectivement, ce que tu as vu dans ton imaginaire, il est là, présent sur le papier. Quand j'ai eu mon Asahi Pentax, je faisais des photos, naturellement. Je n'avais pas de science, ou je n'avais pas appris à faire de la photo, je faisais de la photo. Et tu ratais des photos. Et je ratais des photos, j'en ai des milliers de photos ratées, ça c'est sûr. À partir du moment où j'ai eu mon Asahi, naturellement, comme je mitraillais tout et rien, en fait, ça coûtait cher, hein, parce qu'il fallait véritablement développer les pellicules, faire des photos, papier. Et les photos papier, naturellement, je développais mes pellicules. Donc même si je faisais des planches contact, à l'époque, ça existait encore, les planches contact, et c'était très difficile parce qu'il fallait, ça coûtait cher. J'habitais à l'époque, on habitait à Douchy avec Christine, et puis je me suis rapproché du centre social de Denain pour voir un peu s'il n'y avait pas un club photo ou quelque chose qui pouvait éventuellement m'aider à faire des photos. Et effectivement, il y avait un club photo. Et donc ce club photo, on me l'a fait visiter, et dans ce club photo, tu avais un agrandisseur, tu avais un studio pour faire des photos, donc c'était vraiment parfait, quoi. Donc je leur ai demandé si je pouvais venir faire des photos. Et à partir de là, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, tu peux venir faire des photos quand tu veux. Et pour essayer d'aller un peu plus loin dans la connaissance de la photo, je me suis abonné à un magazine qui s'appelle Photo, justement. Ces magazines m'ont permis, par les illustrations, par les articles, de comprendre ce que c'était qu'une focale, m'ont appris ce que c'était qu'un objectif, qu'un agrandisseur, comment on pouvait développer des photos, les ASA, etc., la sensibilité de la pellicule, la sensibilité du papier, qu'est-ce qu'il faut comme papier pour développer des photos, quels sont les produits chimiques pour développer des photos, etc., etc. Dans les années 60, j'allais chez une tante à Ivry qui s'appelait, c'était ma tante Alice, et elle avait un garçon qui s'appelait Serge, et il faisait déjà à l'époque des petits tableaux, à la peinture sur bois, tout ça. Et il faisait des choses assez pas mal, assez naïves en fait. Et du coup, moi j'ai dit aussi, après tout, pourquoi je ferais pas ça, je ferais pas, parce que toujours pareil, on a un esprit artistique. Donc je me suis mis aussi à faire des petits tableaux pour la famille, des silhouettes de cheval, de chevaux, de cheval plutôt. Et puis comme ça, j'ai commencé à apprendre la peinture. Et puis un ami de la famille m'a dit, mais dis donc, tu peins bien, etc. Je sais qu'à Valenciennes,
il y a une école des beaux-arts qui pourrait éventuellement t'intéresser et te permettre d'approfondir un peu ton côté artistique. Donc effectivement, avec mes parents, ils se sont mis d'accord et puis je suis allé aux Beaux-Arts de Valenciennes, à l'école des Beaux-Arts de Valenciennes, qui est une des plus grandes écoles des Beaux-Arts à l'époque au nord de Paris. Alors là, j'ai appris tout appris. J'ai appris la peinture, la sculpture, le fusain, la gravure, les reproductions de peinture, les croquis, la publicité, les études documentaires, comment on construit géométriquement un dessin. Parce qu'en fait, quand on fait un dessin, on fait toujours des formes arrondies. Mais en fait, quand vous voyez les dessinateurs, ils font toujours des lignes droites. Donc on construit géométriquement un dessin. Et la photo, c'est un peu ça aussi. Il faut construire, il y a un cadre. Après, le cadre, il doit être d'une certaine façon, etc. Donc c'est un peu la même chose. Et puis à partir de là, dans cette école, il y avait aussi un professeur de publicité. Je me souviens, il venait de Paris avec une grosse Buick américaine, je me souviens. Et il nous apprenait la publicité. Et comme publicité, c'était assez sommaire malgré tout, mais il nous faisait faire plutôt des slogans, il nous faisait créer des slogans publicitaires. Et ces slogans publicitaires, on les reproduisait sur papier. Donc il y avait toutes sortes, hein. Tu sais, à l'époque, on faisait beaucoup des slogans publicitaires comme les affiches de cinéma dans le passé. On dessinait pour représenter une situation, pour représenter un produit. Et donc c'est ce qu'on faisait. Donc là aussi, naturellement, en reprenant ces slogans publicitaires, on avance, hein, dans la conception d'un cadre, dans la conception d'une photo, dans la conception de l'élément artistique. Et d'ailleurs, c'est là aussi que j'ai appris la persévérance dans la photo et dans la peinture, parce que pour rendre vie à une personne, à un paysage, c'est particulièrement difficile. Vous avez, par exemple, quand vous faites une perspective, c'est extrêmement difficile de rendre cette perspective vivante dans un tableau. Cette profondeur dans un tableau, avec les ombres, avec les éclairages, avec les arbres, avec les éléments naturels, c'est très très difficile. Alors que lorsque vous voyez un élément, une perspective dans un champ, vous dites bon, c'est une perspective. Mais à rendre sur papier ou sur peinture, c'est particulièrement difficile. Et je me souviens quand je faisais des études de documentaire, on faisait des reproductions de personnages et je passais un temps fou à rendre ce personnage vivant. Et c'est extraordinaire parce que lorsqu'on peint, on met des touches de peinture, par-ci, par-là, on construit, on fait des trucs. Et ton œil, progressivement, dessine le personnage dans ton cerveau. Et à force de dessiner, d'un seul coup, pam, ça y est, le personnage est vivant. Et à ce moment-là, il ne faut plus y toucher. Et c'est très difficile parce qu'il faut très longtemps pour atteindre une telle perfection et avoir dans un cadre un personnage vivant. La photo est un art qui demande énormément de compétences techniques parce que la photo, c'est... À côté de la photo, bien sûr, il y a dans l'art de peinture, tu as les peintures, tu as les pinceaux, il faut savoir utiliser les pinceaux, les trucs. Mais d'un autre côté, dans la photo, il y a tout un environnement complexe qui est très difficile d'appréhender en fait. Et pour ça, il faut vraiment l'intégrer pour pouvoir faire de belles photos. Parce que regarder un appareil photo réflexe 24-36, c'est très compliqué. Hein. Regardez le menu d'un appareil réflexe, il y en a des milliers de lignes à comprendre et puis de termes aussi à essayer de comprendre. Donc là pour ça aussi j'ai acheté des bouquins pour essayer de comprendre ce que c'était que tout ça. Et après j'ai commencé à aller d'ailleurs au centre de photo, là ils avaient aussi des bouquins de photos. Donc d'apprentissage. Donc là je suis allé et comme je travaillais à l'époque, j'étais représentant de commerce et je faisais j'allais un peu dans les différents départements, je pouvais y aller que le soir. Et encore le soir, le samedi, le dimanche. Donc je passais les nuits, des fois, à faire des photos là-bas au centre social. À partir de là aussi, j'avais acheté une cuve. Dans la cuve, je développais les pellicules chez moi,
dans le noir. D'ailleurs, j'allais dans les toilettes, je mettais du calfeutrage, etc. J'étais complètement dans le noir. Et puis, je montais, je développais mes pellicules tout seul, avec des produits chimiques. Et quand ma pellicule était développée, je courais au centre social pour justement développer mes photos en 24-36, en 10-15, etc. Et j'ai appris là aussi à faire des montages avec les différentes pellicules, à faire des superpositions de pellicules. C'est ça qui est compliqué aussi dans la photo, c'est qu'il faut savoir attendre. D'abord, j'ai un minuteur, je l'ai encore ce minuteur. Hein. Alors, il fallait 15 secondes, 30 secondes d'exposition. Après, vous les mettez dans le révélateur, dans le bain d'arrêt, dans le fixateur. Puis on attend, et puis tout doucement, comme ça, l'image apparaît du révélateur. Comme un rêve. Hein. C'est extraordinaire. Parce que vous avez une feuille blanche, en fait, puis tout doucement, l'image apparaît. C'est magique. Naturellement, à l'époque, je faisais énormément d'images de famille et de mes enfants, parce que à l'époque, quand j'ai eu mon Asahi Pentax, j'habitais avenue Marcel Cachin à Douchy, et j'avais que Wilfried, mon aîné, et après est venu Alexandre. Mais au début, au venu Marcel Cachin avec Wilfried, on faisait aussi des photos très originales, déjà à l'envers, enfin des trucs. J'essayais de trouver des choses, toujours en noir et blanc, hein, toujours on faisait quelques photos en couleur, mais c'était surtout des photos en noir et blanc qu'on faisait. C'est-à-dire que je faisais des photos de famille, mais surtout aussi beaucoup de photos en noir et blanc de mes enfants, de la famille, effectivement. Je mitraillais, hein, carrément. Hein. Et puis dans les photos, en mitraillant, vous avez une photo ou deux qui sont bien, quoi. Et ces photos-là, on les a toujours, je les garde, etc. Et puis progressivement, comme j'étais à l'époque représentant, je me baladais dans les campagnes. Et puis j'avais remarqué dans la campagne, notamment dans la campagne avesnoise, des espèces d'oratoires sur le bas des routes, des chapelles. Quand vous vous promenez comme ça en voiture, vous voyez le long des routes une multitude de chapelles. Donc vous ne savez pas ce que c'est en fait, vous dites c'est des chapelles, vous dites qu'est-ce que c'est ces chapelles. Et finalement, j'ai dit tiens ça serait bien si je prenais en photo les chapelles. Et du coup j'ai fait toute une série de chapelles comme ça. À chaque fois que je voyais une chapelle, un oratoire, j'en cherchais même parfois, j'en trouvais, et j'en ai fait comme ça une série entière. Et c'était très marrant. Et en plus après, naturellement, j'ai cherché à savoir ce que c'était que ces chapelles. Et donc j'ai donné un nom à chacune de ces chapelles, ce qui a permis justement de... Et quand vous regardez les chapelles, vous voyez que les chapelles, il y en a de toutes les sortes. Hein. Il y en a des rondes, des carrées, des hautes, des petites, des délabrées. Tu as fait aussi des choses un peu plus farfelues aussi, je pense aux photos ratées. Oui, alors là, c'est encore une autre histoire, ça. C'était les photos ratées. C'est assez comique parce qu'on allait se promener avec mon fils aîné Wilfried et puis son garçon. Et on allait se promener à la Maragorio, qui est un parc à côté de Wellers à Rambert. Et dans ce parc, on se promenait, bon, on faisait des photos, on avait un appareil, j'avais mon Asahi, donc on faisait des photos comme ça. Bon. Et puis finalement, de fil en aiguille, on s'est amusé à faire des photos un peu décalées. Et finalement, on a fait toute une série, encore une fois, de photos ratées. On a appelé ça des photos ratées. Donc on cadrait mal, on prenait des photos avec des feuilles devant l'écran, avec le doigt, avec des choses comme ça. Mais c'est assez comique, ces photos ratées. Et j'aime bien, il y en a pas, encore une fois, toutes les photos ratées ne sont pas réussies. Toutes les photos ratées ne sont pas réussies, mais il y en a certaines de ratées qui sont réussies. Alors l'arrivée du numérique. Alors moi je suis l'homme de l'argentique en fait. Et après quand le numérique est arrivé, ça a été assez difficile. Le seul intérêt que j'ai vu dans le numérique, c'est qu'on voyait l'image tout de suite sur l'écran derrière l'appareil photo. Mais à partir de là, j'ai vite compris que j'allais être assez rapidement dépassé par cette technique qui est quand même particulièrement complexe. Et je trouve que ça dénature un peu le côté artistique de la photo en fait. Parce qu'avec le numérique, tu peux faire des photos en rafale et puis t'en choisis une. Même dans l'argentique, tu peux faire ça aussi. Mais dans le numérique, c'est quand même beaucoup plus facile. Et choisir une photo, puis en plus, il y a tous les retouches que tu peux faire sur la photo directement.
Alors qu'avec avec l'argentique, c'était tout un cinéma pour faire des retouches de photos. Hein. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, ça... Et alors? Ben alors, le numérique, j'ai adopté le numérique. Parce que en fait, j'ai acheté après des appareils numériques. Et là, bon, bien sûr, ma passion véritable pour la photo n'a pas disparu. Mais elle s'est un peu effilochée avec cette technique. Donc là, on faisait des photos de famille, on faisait des photos comme ci, comme ça. Parfois, justement, avec cet œil photographique que j'ai, on faisait parfois des situations, on captait une expression. On faisait, d'ailleurs, j'ai fait une série, justement, là c'était encore de l'argentique, tu me diras, mais une série de photos avec mes fils, une photo que j'ai doublée comme ça pendant toute leur durée de leur enfance, qui a permis d'avoir comme ça une espèce de progression hein, et ce sont des très très belles photos qui sont d'ailleurs partout dans la famille et qui marquent un peu notre vie. Comment tu as basculé de la photo au cinéma? Ben, j'ai pas basculé de la photo au cinéma, c'est plutôt l'inverse. Parce que je me souviens, j'ai toujours été au cinéma. Je suis toujours allé au cinéma. J'ai toujours squatté les salles de cinéma, tout le temps. Depuis que je suis petit, je squatte les salles de cinéma. Les premières fois, j'allais avec ma tante Alice, là, dont je parlais tout à l'heure, et on allait tous les jeudis au cinéma, à Ivry, et on voyait un peu comme la dernière séance d'Eddie Mitchell. Il y avait des dessins animés au début, il y avait l'ouvreuse, il y avait les publicités, et puis il y avait le film et l'écran qui s'ouvrait sur un rideau, le rideau qui s'ouvrait sur un écran géant. Et là, on voyait l'image apparaître et c'était magnifique. Et là, bien sûr, on voyait des films de KPDP, des films je me souviens plus exactement de ce qu'on voyait, hein, mais des films de cow-boys, des choses comme ça. Et déjà là, à l'époque, ça me plaisait énormément parce que c'était quelque chose d'assez magique, le cinéma. Et puis après, encore une fois, mes parents, ils n'avaient pas l'air très artistiques comme ça, artistes comme ça, mais finalement, ils aimaient bien le cinéma aussi parce qu'on allait souvent au cinéma avec mes parents. Et je me souviens qu'ils me traînaient comme ça par la main et on allait voir au cinéma d'Aveluy, on allait voir José Lito, on allait voir Luis Mariano, on allait voir tous ces films un peu surannés et c'était vraiment magique. Et moi, je regardais ça un peu, c'était surtout l'écran. Hein, qui me plaisait, moi, c'était cet immense écran, on voyait les personnages, c'était magnifique en couleurs, etc. C'était vraiment quelque chose d'assez unique pour moi. Et puis après, j'ai commencé à sortir un peu seul avec les copains. Et à l'époque, il y avait deux cinémas à Veluy, il y avait le cinéma canadien et le cinéma Familia. Voilà, le cinéma Familia. Il y avait le cinéma canadien et le cinéma Familia. Alors, le cinéma canadien, c'était un petit cinéma un peu bizarre, un peu de quartier comme ça, avec des sièges en bois et qui claquaient quand on se levait. Et là, dans ce cinéma, malgré tout, j'ai découvert véritablement toutes les grandes œuvres du cinéma de science-fiction de l'époque. C'était en 56, 57, et j'ai découvert Le jour où la Terre s'arrêta, Planète interdite, La guerre des mondes, L'homme qui rétrécit, tous ces films absolument mythiques maintenant. Et après, au cinéma familial, là par contre, c'est un cinéma un peu plus confortable. Et là, dans ce cinéma, j'ai vu les Frankenstein 1970, j'ai vu les Rodans, j'ai vu tous ces films japonisants avec les monstres, etc. Et puis les péplums, avec Steve Reeves en Hercule. Hein, alors là, j'ai vu tous les péplums possibles, imaginables. À l'époque, c'était la mode. Et c'était vraiment quelque chose de magnifique. En cinémascope, Technicolor. C'était fantastique. Alors, je crois que la passion du cinéma est intrinsèque à ma personnalité. Je ne peux pas vivre sans cinéma. Pour moi, et là, encore maintenant, je regarde au moins encore 2 films par jour à la télé. J'ai des centaines et des centaines de DVD, des centaines de cassettes VHS encore que je ne peux plus utiliser. Et le cinéma, pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis de voyager dans le temps, en fait. Parce que avec le cinéma, vous voyagez dans des histoires dans le temps. Et vous pouvez aussi voyager dans des histoires dans l'avenir. Et effectivement, c'est comme ça. Et moi, pour moi, c'est le passé, je le reconstitue dans ma tête
avec tous les films des années 50, des années 40, avec Louis Jouvet, avec Michel Simon, avec Jules Berry, avec Arletty, avec tous ces films extraordinaires qui montrent la vie de ces années-là, la vie de Paris, de la France des années 50, et qui n'existe plus. Les voitures, les monuments, les histoires que tu ne vivras jamais. Mais le cinéma t'aide justement à sortir un peu de ton quotidien et puis te mettre dans des situations absolument invraisemblables, quoi. Et l'avenir, pareil. Quand tu vois l'avenir avec le cinéma, bah, tu vois Star Wars, tu vois Alien, des situations comme ça, tu vois aussi Gravity, tu te lances dans l'espace comme ça alors que tu n'as jamais été dans l'espace, mais avec le cinéma, tu ouvres la partie dans l'espace d'une façon imaginaire et qui nourrit ton imaginaire en fait. Mais pour ça, bon, je pense qu'il faut avoir quelque chose d'artistique et de comprendre un peu la vie à travers l'imaginaire. Et l'imaginaire, il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas aussi. J'ai toujours imaginé ma vie. Pour moi, ma vie, c'est pas celle que je vis en fait. J'essaye toujours de construire quelque chose d'artistique dans ce que je vois. Je ne vois jamais les choses directement comme ça, abruptes. J'essaie toujours de construire dans ma tête quelque chose d'artistique. Tu t'es tout le temps exprimé en fait. Par quelques moyens que ce soit, tu as même écrit un livre. Alors là, l'écriture du livre, ça a été une aventure assez impressionnante. Parce que même quand j'étais à l'école, au collège, je racontais toujours des histoires en fait. J'écrivais des histoires. Et mes copains, ils venaient toujours avec moi. Alors Jean-Marc, on en est où avec ton histoire, etc. Voilà. Et après, j'ai écrit aussi des contes imaginaires, des trucs dans les salles d'attente, parce que j'étais délégué médical et j'écrivais dans les salles d'attente des histoires de microbes, etc. Enfin, j'écrivais des histoires. J'ai toujours aimé écrire des histoires. J'en ai fait des bouquins d'ailleurs, comme ça. Pas des bouquins, des cahiers pleins d'histoires, comme ça, absolument, encore une fois, imaginaires et fantastiques, improbables. Et puis un jour, comme j'ai toujours aimé écrire, mes deux fils m'ont dit « Papa, et tu nous bassines toujours avec ton enfance, avec tout ce que tu nous racontes. Tu pourrais pas le mettre sur papier, ton histoire, là, ça serait sympa. » Et ça, c'était en 2007. Et donc du coup, je me suis dit « Bah oui, après tout, pourquoi pas ?» Et dès le lendemain, je me suis mis à mon ordinateur et puis j'ai commencé à écrire ma vie à partir de ma naissance. Et je l'ai montré à ma femme, j'ai écrit quelques pages, j'ai montré à ma femme, et elle m'a dit, c'est bien ce que tu as fait, mais d'un autre côté, tu devrais être un peu plus précis, un peu plus détaillé dans ta vie. Parce que moi, je sautais comme ça des passages de vie, et elle dit, tu devrais l'écrire, mais un peu plus détaillé, hein, comme dans les livres en fait. Et j'ai tout recommencé, et j'ai commencé à écrire comme ça, et j'ai construit un livre. Hein, et comme moi, toujours pareil, je suis très précis, et c'est maniaque. Donc j'ai voulu représenter en écrivant le livre. Les écrivains écrivent sur des pages. Moi non, j'ai écrit mon livre fini. Premier chapitre, sous-titre, le texte, etc. Chapitre 1, chapitre 2. J'ai écrit mon livre comme ça. Et à partir de là, j'ai commencé à tout détailler, bien sûr. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la persévérance. Et la persévérance, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable parce que l'écriture, c'est un peu comme la peinture. L'écriture, tu n'arrives pas à écrire comme ça et des phrases, même encore maintenant, je reprends mon livre, mais tu n'arrives jamais à avoir une parfaite compréhension, une parfaite satisfaction de ce que tu as fait, de ce que tu as écrit. Et d'ailleurs, Flaubert disait aussi toujours la même chose. Il dit, moi, quand j'écris, il faut que je gueule ce que j'ai écrit pour essayer de comprendre ce que j'ai écrit et pour voir si tout ce que j'ai écrit est véritablement fluide. Alors j'ai mis 10 ans à écrire ce livre, il y a 250 pages, et dans ce livre j'ai mis des photos, j'ai mis des tas de choses. Je me suis mis, parce que c'est ma vie en fait, et j'ai édité ce livre à une vingtaine d'exemplaires et je l'ai distribué à tous mes enfants qui ont été particulièrement contents avec une dédicace. J'en ai vendu quelques-uns, mais c'était surtout pour eux. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant. Tu disais, après la photo, pourquoi tu as abandonné la photo en fait? Ça, c'est une grande question. J'ai abandonné la photo pour la vidéo en fait. Après, tu t'étonnes que mon fils, il fait de la vidéo aussi. Hein? Alors, à l'époque, Bathilde...
À l'époque, Mathilde naît en 96. Mathilde, c'est ma petite fille, la première petite fille. J'achète une caméra Super 8. Et alors là, cette caméra Super 8, qui est une caméra à l'époque, hein, en 98, 97, 98. Donc c'est tout à fait basique avec la cassette et tout le truc. Et alors là, j'ai découvert, et mes enfants aussi, on a découvert le cinéma. Alors là, on a fait des films complètement nuls, des films vraiment intéressants, des films de Noël, des films de Pâques, des films de journée dans le jardin, etc. Enfin, de piscine dans le jardin. Enfin, c'était... On mitraillait, on faisait des films, on faisait des films, on faisait des films, on faisait des films. On n'arrêtait pas de faire des films. Et naturellement, là-dedans, mes enfants, ils faisaient des films aussi. Ils prenaient la caméra, ils faisaient des films. Donc c'était... À l'époque, on a abandonné un peu la photo et puis on a fait des films. Et puis après, à partir du moment où j'ai fait tous ces films, je me suis dit, après tout, pourquoi pas aller un peu plus loin. Et là, à l'époque, j'avais acheté une caméra Sony Super 8, numérique. Et avec cette petite caméra, j'ai commencé à filmer tous mes voyages, parce qu'on a voyagé quasiment avec ma femme, on a voyagé partout dans le monde, que ce soit les États-Unis, enfin partout dans le monde, en Grèce, enfin partout, et en Égypte. Et partout, on a filmé nos voyages. Et naturellement, tous ces voyages qu'on a faits, ils étaient dans la caméra. Alors je me suis dit, bon sang, c'est pas possible, on peut pas garder tout ça dans les caméras. Donc je me suis mis à monter des films. J'ai acheté un logiciel Pinnacle, et avec mon ordinateur de l'époque, j'ai commencé à monter mes films de vacances. Et on a créé tout ça, j'ai créé tout ça avec des musiques, etc. Vraiment, je faisais des films hollywoodiens, quoi, carrément. Et c'était extraordinaire, et j'en ai fait quand même quelques-uns, comme ça, de films. Et après, Wilfried, aussi, pareil, lui, il a fait aussi des films comme ça, avec sa caméra. On a fait, avec Wilfried, on a fait 3 films extraordinaires, monté 3 films, et il y en a un que Wilfried a monté. On avait été en Normandie, on avait fait des reportages, des documentaires sur les débarquements de Normandie. Et puis après, l'ordinateur s'est transformé en ordinateur portable. Alors du coup, après c'était très compliqué, j'ai essayé de retrouver des logiciels, mais j'ai jamais réussi véritablement à retrouver quelque chose d'aussi simple. Et comme je suis quand même un personnage assez âgé, un homme assez âgé, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, à suivre la technologie de montage, etc. Et on s'est occupé beaucoup plus de nos petits-enfants, de nos enfants. On les a reçus, on les a écoutés, on a suivi leur progression dans leur vie personnelle et professionnelle, avec beaucoup de fierté, parce que finalement, ils ont tous réussi. On arrive à la fin de l'histoire. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours voyagé dans l'espace-temps, et j'ai toujours marqué mon temps. Parce que lorsque j'enregistrais des choses, par exemple, dans le passé, sur les cassettes, j'ai enregistré ça à 13h50, à 23h30. J'ai toujours marqué les événements comme ça, tout le temps. Et toute ma vie est marquée comme ça jusqu'à maintenant. Et ça permettra à mes enfants peut-être de reconstituer ma vie à travers tous ces documents. Et naturellement, le principal, c'est le livre que j'ai écrit. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai mis dans des documents. Voilà, j'ai documenté ma vie, exactement. Est-ce qu'il y a des photos qui me marquent? Voilà, il y a une photo de dire celle-là, j'en suis fier. J'en ai fait tellement. C'est difficile de faire le choix dans toutes ces photos. Celle qui me marque le plus, c'est mes 2 fils, en fait. J'ai dit tout à l'heure, c'est la progression de l'âge, la progression de mes 2 fils dans la vie. Ce sont ces photos qui jalonnent comme ça leur vie. Pas toujours, hein, arrive un moment on a arrêté, mais même non, parce qu'après j'ai aussi photographié comme ça aussi quand ils étaient adultes en fait. Mais si j'ai une photo à retenir dans ma vie, c'est cette photo-là, parce que ce sont mes 2 enfants. J'étais très content de participer à cette rétrospective de ma vie. Ce qui m'a plu dans cette expérience, c'est de participer à quelque chose de ton métier en fait. Parce que là, on est entouré de projecteurs,
je m'aperçois que tu es véritablement un vrai professionnel et ça c'est la plus grande fierté du monde pour un père. Et tous deux nous glissions en douce, en pouce, 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 pouce. Ramona à mes côtés semblait follement s'amuser. Elle disait au petit Anamite, pas trop vite, 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 vite. Nous roulions sur le pavé dans un beau rêve enchanté.